Aurons-nous des trains à Noël? C'est la grande question que se posent beaucoup de Français. À un mois des fêtes de fin d'année, les syndicats de cheminots appellent à une grève illimitée à partir du 11 décembre. Ce matin sur RTL, le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, était plutôt confiant. Moi, je crois que c'est clair que cette grève à Noël, les Français n'en veulent pas et on les comprend. Et il n'y a pas de raison surtout. Le dialogue social, ça fonctionne à la SNCF. Le dialogue social existe à la SNCF, ça n'est pas vraiment l'avis de Julien Trocaz du syndicat Sudrail, invité d'RTL Midi, lui. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas vraiment emballé par les propositions de hausse de salaire. Ça s'appelle un plan de communication. Bon, Jean-Pierre Farandou, il mélange tout, il mélange les choux et les carottes en vous annonçant 2,2, mais c'était pareil pour les 17% au mois de février. On top pas, mais on top pas parce que de l'argent, il y en a en fait. C'est pas on top pas parce qu'on est des dingues en fait. C'est que de l'argent, il y en a. La direction de la SNCF fait des bénéfices. On considère qu'il faut une meilleure répartition des richesses. Alors, que veulent vraiment les cheminots? Quelles sont les raisons de leur colère? Peuvent-ils maintenir la grève jusqu'à Noël et faire dérailler les départs en vacances? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons ce soir refaire le monde avec Gilles Dansart, rédacteur en chef du site Mobilettre, spécialiste du transport ferroviaire. Bienvenue Gilles Dansart. Stéphanie Mateudy-Lecoq, directrice de Mateudy Consulting, spécialiste du droit du travail et du dialogue social et auteur des Syndicats peuvent-ils mourir aux éditions Rue de la Seine. Vous êtes en liaison avec nous par téléphone, Stéphanie Mateudy-Lecoq. Soyez la bienvenue. Oula, j'espère que ça va s'améliorer. François Deletraz, président de la Fédération nationale des usagers des transports, la FNOT. Bonsoir Monsieur Deletraz, vous nous entendez? Très bien, bonsoir. À tout de suite. Et Béranger Cernon, qui est cheminot, fraîchement élu député France Insoumise de l'Essonne. Soyez le bienvenu, Béranger Cernon. Merci beaucoup d'être avec nous. On va d'ailleurs commencer avec vous, Béranger Cernon. Vous êtes conducteur de RER. La neige qui perturbe le trafic ferroviaire, est-ce que ça vous inquiète? J'en profite puisque vous êtes un professionnel pour vous poser la question, parce que c'est celle que tout le monde se pose ce soir. Ah, c'est sûr que quand il tombe de la neige, il y a toujours un petit peu d'inquiétude et puis un peu de crainte par rapport à ce que ça pourrait donner. Mais les cheminots sont prêts, sont sur le terrain, vont y être toute la nuit pour faire en sorte que demain matin, les gens puissent avoir des trains à l'heure et en toute sécurité. Donc nos cheminots qui ne sont pas en grève, ils sont en ce moment concrètement là pour rétablir la circulation des trains, limiter les retards, ils sont sur les voies sous la neige. Faire en sorte que les aiguillages ne gèlent pas, faire en sorte que la caténaire ne gèle pas et faire en sorte que les trains puissent être à l'heure ou en tout cas au maximum. Alors je reviens sur cette première journée de grève aujourd'hui à la SNCF avec une mobilisation relativement peu suivie. Il n'empêche, on s'inquiète pour les départs en vacances de Noël. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter, François Deletraz? Pour être franc avec vous, je comprends plus rien. Je vous dis pourquoi, c'est parce que le préavis de grève, il comporte 3 points. Il comporte la problématique du démantèlement du fret, le démantèlement du service des voyageurs et le financement de la SNCF. Oui. Et j'ai jamais vu qu'il y avait aucune revendication sur les salaires. Donc je vois pas pourquoi la direction de la SNCF essaie de faire croire que dans cette grève, il y a une revendication sur les salaires. Je sais pas, vous avez peut-être une réponse à cette question, Béranger Cernon? On a bien compris que l'idée, c'était un petit peu de détourner le débat et de ne pas parler du sujet de fond, qui est un sujet qui plus est gouvernemental, avec un ministre des Transports, mais aussi un Premier ministre, qui applique un plan de discontinuité qui n'a même pas été décidé par le ministre des Transports. Qu'est-ce que ça veut dire un plan de discontinuité? Un plan de discontinuité, c'est-à-dire qu'il y a eu une sanction de la part de l'Union européenne qui a estimé qu'il y avait une aide illicite de l'État à Fret SNCF, une aide de 5,3 milliards, ce qui correspondait à la dette, et donc demande un plan de discontinuité, c'est-à-dire un plan qui prévoit la disparition de Fret SNCF, la création de 2 entités indépendantes, Exafret et Etnis, je crois, Technis, et mais aussi le fait de laisser près de 30% de son trafic à des entreprises privées, le fait de céder également un parc de locomotives et aussi le fait de ne pas pouvoir répondre aux appels d'offres des marchés cédés pendant 10 ans. Avec à la clé, bien évidemment, 500 suppressions de postes en même temps. Vous partagez cette photo qui vient de nous être donnée, Gilles Dansart? En fait, si on refait le monde à la SNCF, on refait le match de 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez du grand mouvement, la réforme de 2018 au printemps. Des semaines de blocage. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'application des conditions de la réforme. C'est-à-dire, premièrement, il y a la concrétisation de la fin du statut, avec aujourd'hui plus de 30% des agents qui sont contractuels. Deuxièmement, c'est la mise en œuvre concrète de la concurrence, notamment sur tout l'aspect voyageur. On voit que sur le TGV, ça vient, sur les TER, etc. Et puis, s'ajoute à ça 2 choses. Le fret, avec une injonction de la Commission européenne à rembourser 5,3 milliards. Et du coup, il y a ce plan dont vous avez parlé, parce que la France ne veut pas rembourser cette grosse amende de 5,3 milliards. Et puis, la négociation salariale, alors qui n'est pas officiellement un mot d'ordre, mais qui est en toile de fond de cette effervescence un peu d'automne.
Alors, pardonnez-moi, quitte à être un peu naïf, mais pourquoi les grèves SNCF se font-elles si souvent au départ des vacances? C'est évidemment à vous, Béranger Cernon, que je pose la question. Je vois que ça vous fait sourire. Oui, parce que, déjà, il n'y a eu que 3 grèves depuis la création de la SNCF qui se sont produites sur la période de Noël. Donc, quand on parle de récurrence... Depuis que je suis journaliste, les menaces, pardonnez-moi, les menaces de grève. Ce qui est quand même... Oui, ça, je peux vous le dire. Ce qui est quand même différent. Et puis, il y a quand même des paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des changements de service, c'est-à-dire des nouveaux services tous les ans qui arrivent mi-décembre, avec souvent des changements d'horaire, des changements de grille de roulement, des changements de service pour les agents et qui provoquent forcément parfois des conflits. Il y a aussi la question des négociations salariales qui arrivent là aussi en fin d'année. Et là, au 1er décembre 2025, c'est l'application concrète du plan de discontinuité. Donc vous voyez qu'on est sur un calendrier contraint et qui se fait avant la fin de l'année. Est-ce qu'on peut dire les choses un peu plus directement? Votre confrère de Sudrail, Fabien Villedieu, m'a dit un jour à la même question que je lui posais, que se posent beaucoup de Français, vous savez, c'est pas compliqué, c'est le moment où on peut se faire entendre. Après, on n'est pas fiers de ces méthodes-là, mais de toute façon, c'est le seul moyen d'aboutir. Après, il y a une réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, systématiquement, on est obligé de rentrer dans un rapport de force, dans un conflit avec la direction de la SNCF, mais aussi le gouvernement sur ces questions-là. Ce qui devient quand même sacrément problématique. Je veux dire, la question aujourd'hui qui est posée par les cheminots, c'est est-ce que demain vous voulez un train ou est-ce que vous voulez 50 camions? La question que posent les parlementaires, et notamment ceux de la France Insoumise, qui ont déposé une demande de vote article 50-1 au Premier ministre, mais aussi au ministre des Transports, n'a eu absolument aucune réponse. On demande juste à ce qu'il y ait un moratoire, un débat et avec un vote pour que chaque parlementaire puisse s'exprimer, que la représentation nationale puisse s'exprimer sur ce plan de discontinuité. Ça n'a jamais été le cas. Stéphanie Mattoni-Lecoq, cette notion de moratoire, qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, on a l'impression d'une négociation un peu chantage. Mais si la négociation chantage, elle n'est pas juste, elle est vraiment la preuve que le système de régulation sociale française, elle est de plus en plus fragile. Et effectivement, que pensent les Français? Et on l'a bien vu dans les messages qu'on a entendus juste avant cette émission, ils restent avec un souvenir amer de Noël 2022 où effectivement, là, c'était pendant les fêtes. Et ils ont beaucoup souffert parce qu'ils n'ont pas pu aller voir leur famille. Mais c'était très différent. C'était un collectif de contrôleurs qui était à les manœuvres et c'était une expression directe du dialogue social, hors du dialogue social classique, hors d'une négociation, hors d'un conflit syndical, mais quand même coiffé par un mouvement syndical parce que à la SNCF, c'est obligatoire. Si le droit de grève en France est un droit individuel, à la SNCF, forcément, tout mouvement sera coiffé par une organisation syndicale. Et bien justement, le dialogue social peut-il nous permettre d'éviter des grèves à Noël? C'est ce dont nous allons parler avec nos invités et même débattre dans un instant. Yves Calvi jusqu'à 20h. On refait le monde sur RTL. Le dialogue social peut-il sauver nos vacances de Noël? Eh bien, c'est un petit peu la question qu'on se pose ce soir avec nos invités. Vous allez l'entendre, en tout cas, ce matin, le PDG de la SNCF sur notre antenne était assez optimiste. Mon objectif, c'est de créer des conditions pour que, en fait, les revendications elles soient traitées par le dialogue social. Le dialogue social, c'est la meilleure des préventions des conflits sociaux. Donc, pour les salaires, c'est largement engagé. Puis, on a un second sujet, c'est le fret. Là encore, il y a une table ronde qui est prévue le 27 novembre pour discuter des conditions sociales dans lesquelles les cheminots passeront de fret SNCF aux nouvelles sociétés. Tout ça, je le rappelle, c'est imposé par la Commission européenne. C'est dans le cadre d'un accord qui a été passé entre l'Union européenne et le gouvernement français. Stéphanie Mattoni-Lecoq, vous êtes d'accord avec le patron de la SNCF? Le dialogue social fonctionne dans cette entreprise? Le dialogue social, s'il demande un moratoire, c'est qu'il est peut-être un petit peu chaotique. Et c'est bien ce que je me disais, oui. C'est une société qui se transforme perpétuellement et qui a à sa base des organisations syndicales qui sont plutôt d'une culture de la revendication et moins de la négociation. Faut pas l'oublier, les deux plus grandes organisations syndicales au sein de la SNCF sont la CGT et Sud, donc des organisations plutôt contestataires. Et donc, du coup, dans ce dialogue social, bien évidemment, il y a les négociations classiques, comme les négociations salariales chaque année et les projets de transformation qui nécessitent des accords au niveau de l'entreprise et au niveau de la branche. Et puis, il y a également dans le secteur public un droit de grève en parallèle et en réponse parfois, quand on n'a pas de dialogue, qui est très différent, et notamment à la SNCF, car il faut concilier
le droit de grève et la continuité de service public. Et donc, même si la loi de 2007, elle met tout en œuvre pour laisser un maximum de place à la négociation, aux discussions et aux concessions, si ça ne suffit pas, évidemment, les organisations syndicales contestataires se réveillent et on a ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire des préavis de grève qui sont déposés. Gilles Dansard, j'ai vu que vous n'étiez pas d'accord. Dites-nous pourquoi. Il y a un jeu à 4 aujourd'hui. Il y a 4 organisations syndicales à la SNCF. Ouais. La première, c'est la CGT, qui a un peu perdu des plumes, mais qui reste leader. La deuxième, c'est l'UNSA, qui est plus réformiste, comme l'on dit. La troisième, c'est Sud, à nouveau radical, comme la CGT. Et la quatrième, c'est la CFDT, qu'on dit un peu vite comme réformiste, mais qui adopte parfois des comportements un peu corporatistes. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, ils ont décidé un mot d'ordre unitaire pour le 11 décembre, et le mot d'ordre aussi d'aujourd'hui était unitaire, parce que, d'une certaine façon, ils ne voulaient pas lâcher les collègues du fret. Mais après, chacun retrouve sa propre stratégie. Et ce qui est intéressant dans ce conflit, c'est qu'on voit que la SCGT essaie de se décoller un peu de la radicalité de Sudrail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle s'est un peu rapprochée de l'UNSA pour proposer ce qu'on appelle une grille unique. Vous savez que maintenant, il y a les statutaires, mais qui vont être de moins en moins nombreux, parce que la loi de 2018 fait disparaître le statut SNCF, et qui vont être débordés au fur et à mesure des années par les contractuels. Et donc, ces deux syndicats se sont alliés pour proposer une grille unique un peu nouvelle, pour faire en sorte que la SNCF ne s'éclate pas un peu n'importe comment, au gré des filiales, des réorganisations, etc. Donc on voit que tout ça bouge en ce moment à l'intérieur de la SNCF et que la séparation radicaux-réformiste, elle n'est pas si simple que ça, même si on s'attend à ce que demain, CFDT et UNSA se désolidarisent du mouvement unitaire. Alors l'union actuelle, est-ce qu'elle peut se prolonger plus tardivement ? Ça me semble difficile, dans le mois de décembre jusqu'au notamment. 11 décembre, que l'unité syndicale subsiste. On verra peut-être dès demain, parce qu'il y a des intersyndicales qui sont prévues, mais ça semble difficile pour une première raison, c'est qu'aujourd'hui, le taux de grévistes est faible. Et donc, ça n'engage pas les centrales dites réformistes à continuer le mouvement. Alors, je tiens à préciser, Bérangère Cernon, qu'en ce moment même, il y a une réunion intersyndicale, au moment où on parle, où on débat. Que sait-on, j'ai envie de vous dire, de l'humeur réelle des syndicats et puis peut-être de leur unité? Déjà rappeler que, en effet, les chiffres de grévistes ne sont pas extraordinaires, on va dire ça comme ça. C'est vrai. Mais sont quand même plus élevés que la moyenne habituelle. Et puis, il y a quand même cette question de qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. On voit que la tension est en train de monter au niveau de l'éducation nationale. La tension est en train de monter très fortement au niveau de la fonction publique. Les agriculteurs, les cheminots, voilà, il peut se passer plein de choses d'ici la fin de l'année. Vous dites qu'il y a un climat général. Il y a un climat général en ce moment qui est de tension très vive, avec, on le sait tous, un Premier ministre qui vivote plus qu'autre chose, un gouvernement quand même qui s'en tire plutôt bien pour le moment sur la question du fret SNCF, parce qu'on parle beaucoup des problèmes entre Monsieur Farandou et les cheminots, mais le problème il est surtout actuellement entre les cheminots et le gouvernement, parce que c'est quand même le gouvernement qui impose ce plan de discontinuité et un Farandou qui devait partir au mois d'octobre, qui finalement reste. Enfin, vous voyez, là encore, on a l'impression qu'il sert un peu de fusible. Et apparemment, les cheminots ne sont pas traités comme les agriculteurs. En tout cas, c'est quelque chose qu'on nous fait régulièrement remarquer. Et on va en débattre dans un instant avec vous, c'est promis. On refait le monde. Avec Yves Calvi. Et nous poursuivons ce débat dont on s'interrogeait il y a quelques instants sur le 2 poids 2 mesures dans le traitement des conflits sociaux par notre gouvernement, d'un côté des cheminots, de l'autre côté des agriculteurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez et qui vous paraît effectif? Gilles Dansard. Oui, c'est-à-dire que souvent quand on parle de la SNCF, on parle des nantis ou des privilégiés, les conducteurs, les contrôleurs qui finalement n'auraient pas une vie si difficile. Mais il y a plein de métiers à la SNCF dont le quotidien est beaucoup plus pénible. Dans les ateliers de maintenance, la nuit, dans des conditions difficiles, avec des accidents du travail, donc il y a plein de métiers difficiles, mais c'est pas eux qui sont en avant. C'est un peu les agriculteurs, eux mettent en avant les petits agriculteurs, ceux qu'on respecte parce qu'ils sont à côté de chez nous, ils ont des petites exploitations. Les céréaliers, d'une certaine façon, on les voit jamais sur le devant. Donc il y a une différence de perception qui est sans doute due. Généralement, ils sont à la tête de la FNSE. Voilà. Donc, on les entend, mais autrement. Oui, et donc cette différence de perception, elle agace les cheminots parce que ils ne dégradent pas
sauf exceptions historiques, mais qui sont très rares, ils ne dégradent pas l'outil de travail, etc. Et les agriculteurs, ça fait quand même des décennies que régulièrement, on voit des dégradations de mobilier urbain ou des attaques un peu difficiles contre les préfectures. François Deletraz, cette notion voilà, de 2 poids 2 mesures, par exemple, entre les agriculteurs et les cheminots, est-ce que vous la percevez, vous, en tant que fédération de la nationale des usagers des transports, en tout cas quand on nous parle de grève à venir possible? Moi, peu m'importe. Hein. Je vais être franc avec vous. Je vais avoir un point de vue un peu dissonant. Pour les usagers, ce qui compte, c'est que les trains roulent. Or là, à l'heure actuelle, on envoie Farandou en première ligne. Le pauvre monsieur Farandou, il y est pour rien, tout ce qui arrive. C'est vraiment l'attitude de l'État aujourd'hui qui n'est pas juste vis-à-vis du ferroviaire. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui roule dans une voiture, dans un autobus, dans un camion, sur une route, ne paye pas de redevance et que la personne qui est dans un train, dans un TGV, dans un TER, paye une redevance pour rouler sur le système ferroviaire alors qu'il appartient à l'État comme la route? Est-ce que vous trouvez normal que quand vous achetez un billet à 100 €, il y en ait 50 € qui soient pris par l'État et la SNCF en reçoit la moitié? Est-ce que vous trouvez ça normal? On a un vrai problème du management de l'État vis-à-vis du ferroviaire, et toute la problématique est là. Si Ségolène Royal et Hollande n'avaient pas supprimé Ecomove et les portiques pour les poids lourds, les 5 milliards, ils n'auraient pas existé, puisqu'il y aurait pas eu de distorsion de concurrence entre la route et le ferroviaire. Aujourd'hui, il y a une distorsion de concurrence entre la route et le ferroviaire, aussi bien pour le fret que pour les passagers. Je vois que vous êtes d'accord, visiblement, Bérengin Cernon. Ah, il y a une question fondamentale de fond qui est posée à travers cette intervention, et je remercie vraiment de l'avoir posée. C'est la question du financement du ferroviaire aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on nous promet 100 milliards pour le ferroviaire. Aujourd'hui, il n'y a pas 1 milliard qui est posé sur la table pour le ferroviaire, supplémentaire à ce qu'on a actuellement. Et quoi, vous dites qu'on est abandonné ou enfin comment analysez-vous ça? Parce que je suis sûr que vous avez un élément de réponse. D'une part, des promesses non tenues. D'autre part, des ministres des Transports qui se sont succédés, mais avec des grandes annonces, mais finalement pas grand-chose dans les valises. Et puis une vision qu'ils n'ont absolument pas à long terme de la construction du ferroviaire. Aujourd'hui, on réfléchit à très court terme, et le ministre des Transports l'a assumé. Il a rencontré les organisations syndicales, il a dit « Moi, je n'ai qu'une vision à très court terme, je fais mes cars express, je ne me pose pas la question du ferroviaire ». Donc on voit bien qu'il y a un abandon du ferroviaire aujourd'hui, alors qu'il a besoin de financement, alors qu'il y a besoin de mettre de l'argent sur la table, non pas pour embellir je ne sais quoi, non, vraiment pour régénérer, pour relancer la question du ferroviaire, et ça englobe la question non seulement du voyageur, mais aussi du fret. Mais alors la SNCF, est-ce qu'elle va chercher ses recettes à l'étranger? Enfin, je sais pas. Alors il y a une question de fond, juste pour un petit rajout, on nous dit que le ferroviaire coûte cher. Ça coûte de l'argent à l'État, mais on ne dit jamais le coût du routier. Le coût de la route est beaucoup plus grand, 3 à 4 fois plus cher que le ferroviaire. Et ça, on ne le dit jamais. Partagez cette analyse. Ce qui pourrait faire changer un peu d'avis les Français sur les mouvements SNCF, c'est qu'ils se rendent compte que aujourd'hui, c'est l'usager TGV, le passager TGV, qui finance en grande partie toute l'infrastructure. Et la France a un des taux de subvention par l'État, c'est-à-dire par le contribuable, de l'infrastructure ferroviaire les plus faibles d'Europe. Et donc, si les Français sont en colère contre ces grèves, c'est parce qu'ils payent assez cher le train pour un service qui n'est pas suffisant, parce que l'État ne fait pas lui-même son propre travail. Et donc, cette question du financement, elle est au cœur du problème. Et d'ailleurs, un des mots d'ordre du 11 décembre, c'est une loi pluriannuelle. Ça existe pour la défense, ça pourrait exister pour le ferroviaire, parce que c'est des industries de temps long, comme l'énergie, comme les centrales nucléaires, qui mériteraient d'avoir des financements stabilisés, où on répartit bien les choses entre le contribuable et les collectivités et les passagers, vous et moi. En préparant cette émission, j'ai découvert que 85% des marchandises transportées en France le sont par la route, avec de gros poids lourds. Vous l'évoquiez d'une certaine façon il y a quelques instants, et seulement 10% par le train. Ça me semble invraisemblable. On va en débattre ensemble dans un instant. Yves Calvi. On refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. Et on s'intéresse à notre SNCF et nos vacances de Noël, les deux étant largement liés, avec Gilles Dansart, rédacteur en chef du site Mobilettre, Stéphanie Matedi-Lecoq, qui est directrice de Matedi Consulting, spécialiste du droit et du travail et du dialogue social, François Deletraz, président de la Fédération nationale des usagers des transports, et Bérengin Cernon, qui est cheminot et fraîchement élu député France Soumise de l'Essonne. Alors je reprends ce chiffre qui m'a tellement perturbé, 85% des marchandises transportées en France le sont par la route et par des gros poids lourds.
retour et seulement 10% par le train. Voilà, ça paraît invraisemblable. Gilles Dansart, je précise que la suppression de la ligne Perpignan-Rungis aurait été remplacée par 20 000 camions sur nos routes. 20 000, mais vous vous rendez compte ? Quand on compare avec les pays qui nous entourent, notamment l'Allemagne, ce taux est très très faible. Et il est d'autant plus consternant que depuis 30 ans, je prends 30 ans, je pourrais prendre 40 ans, hein, tous les acteurs politiques déclarent leur flamme en faveur du fret ferroviaire. Mais en fait, rien n'a été vraiment fait sur la durée et on a tout orienté la plupart des investissements vers le voyageur, les lignes à grande vitesse, puis les métropoles. Et en fait, on ne déclare pas concrètement la priorité au fret ferroviaire, notamment pour contourner les grandes métropoles et faire en sorte que les grands trajets, ceux qui occupent les milliers de camions dont vous parliez, soient davantage faits par le train. Que vous inspire, François Delétraz, les chiffres que je viens de citer ? Ah ben, ils sont formidables, sauf que c'est exactement la même chose pour les passagers. Donc en France, 82% des déplacements de personnes se font en voiture, donc 40% en autosolisme, 12% en train et 1% en avion. Donc vous voyez que la marge de progression du train, donc il faut savoir ce qu'on veut, où le gouvernement veut qu'on décarbone et on fait en sorte que le train soit à un prix raisonnable et que ce soit pas le passager qui paye le réseau, ou on ne décarbone pas et on reste comme on est. Vous partagez cette analyse vous aussi, Stéphanie Matteudy-Lecoq ? Oui, et je rejoins le commentaire sur le paysage syndical de Gilles Dansart, parce qu'on voit bien qu'en fait, les organisations syndicales, qu'elles soient dans une culture, elles sont de plus en plus dans une culture du dialogue, parce qu'il y a un intérêt pour l'entreprise, parce qu'il y a des magnifiques projets à transformer, et qu'en même temps, cette ouverture à la concurrence est là pour cristalliser le dialogue, et que malheureusement, depuis plus de 2 siècles, on sent bien que l'État, il souhaite toujours gérer la régulation sociale plutôt que de le laisser garantir par le dialogue social le système des relations sociales, c'est-à-dire des relations professionnelles entre les représentants, le patronat et les organisations syndicales. Et tant qu'on sera dans ce débat, il y aura des crispations, des cristallisations, des grèves au mauvais moment. Chacun défend son beefsteak du dialogue social comme il peut. Béranger Cernon, je reviens à la situation de Fret SNCF. Est-ce qu'on est en train effectivement de démanteler l'entreprise et si oui, pourquoi ? On est en train de courir à la catastrophe, à une catastrophe écologique, une catastrophe sociale, et ce sera très compliqué si demain s'applique ce plan-là de revenir en arrière. Aujourd'hui, si Fret SNCF disparaît, on sait pertinemment que les marchés qui ont été donnés aux entreprises privées ne sont pas des marchés rentables pour la plupart et seront abandonnés et remis sur la route. Il y a des cabinets d'expertise qui ont dit que ce plan était brutal, n'était pas justifié et allait à la catastrophe. Si demain, Fret SNCF disparaît, c'est 900 000 camions sur les routes en plus. Donc les 20 000, finalement, c'est dérisoire. Vous nous annoncez en gros un petit million de camions qui arrivent sur les routes. Il n'y a pas plus politique que le ferroviaire en France. Tout est une question de volonté politique. Si demain, on a des politiques qui veulent faire du fret ferroviaire, on sait faire du fret ferroviaire. On a su le faire par le passé, on saura le faire demain. Mais pour ça, il faut avoir une vraie volonté politique pour le faire. Et pour le moment, c'est pas du tout les signes qui sont envoyés. On a des beaux effets d'annonce. On nous a parlé de doublement de la part modale, notamment de transport de marchandises. Je ne vois pas comment, en cassant un outil aussi primordial qu'est Fret SNCF pour faire la transition écologique, ça peut marcher. Et juste pour vous donner l'aberration dans laquelle on est. Le Perpignan-Rungis, vous l'avez dit, c'est 20 000 camions en plus sur la route. Le Perpignan-Rungis, il y a eu 2 appels d'intérêt public pour y répondre. Personne n'a répondu. 2 fois. Si demain, Fret SNCF voudrait se positionner sur ce marché, elle ne pourrait pas parce que la sanction, c'est pendant 10 ans, vous n'avez pas le droit de répondre au marché. Gilles Dansart, est-ce que l'Europe joue un rôle là-dedans ? Parfois, on explique que justement, elle nous impose des contraintes et que c'est accessoirement une décision de la Commission européenne qui nous astreint à la concurrence du rail. Ah, pour le coup, l'Europe avait une doctrine, c'est l'ouverture des marchés. Et donc, à partir du moment où la France, y compris la SNCF avec ses filiales, allait à l'étranger, elle considère que c'est logique que la France ouvre ses marchés. C'est comme ça que résonne l'Europe. Et c'est difficile de la critiquer dans cette équivalence-là. Donc, c'est un grand mouvement auquel a souscrit la France, dans le cadre de des institutions européennes, d'ouverture des marchés. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de marchés qui sont ouverts et que ça marche plutôt bien. Il se trouve qu'en France, là, c'est chaotique.
C'est chaotique parce que on n'a pas anticipé la situation avec Fret SNCF. On l'a subi jusqu'à cette amende qui est quand même un peu unique, 5 milliards d'euros. C'est pas rien. Alitalia, pour la même raison, a quasi disparu. Donc là, il y a un manque d'anticipation. On a repoussé l'échéance. Et puis, globalement, on ne se donne pas, tout à fait d'accord avec vous, monsieur le député, on ne se donne pas les moyens de répondre à une double demande qui est historique, celle des voyageurs, de vous et moi. On n'a jamais vu autant de demandes de trains, et celle des chargeurs, des industriels, des céréaliers, qui demandent aussi beaucoup de trains de fret. Et on n'y répond pas parce qu'on n'investit pas dans le ferroviaire. Bon, on aura des grèves à Noël ? Je suis désolé, Bérangère Cernon, mais il faut que vous me donniez votre sentiment. Le préavis est déposé pour le 11 décembre au soir. Ça laisse du temps à la négociation. Ça laisse du temps au gouvernement de dire je fais un moratoire et j'en débat avec les parlementaires. Ça laisse du temps aussi aux organisations syndicales de discuter avec Jean-Pierre Farandou. Et moi je dis à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui espèrent qu'il n'y ait pas de grève, avant toute chose, dites-vous bien que le combat que mènent les cheminots, c'est pour l'intérêt public et c'est pour le bien commun. Ne soyons pas égoïstes sur ce conflit-là. Le fret SNCF, ça nous concerne toutes et tous. Il faut le soutenir, ce combat, et on peut le gagner. Et demain, c'est pas un monde sans camions, mais en tout cas, un monde où il y aura beaucoup moins de camions. J'ai 30 secondes à vous donner avant de nous séparer, Stéphanie Matodi-Lecoq. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un invité de marque dans un préavis de grève, enfin en tout cas dans des grèves qui s'annoncent, c'est l'opinion publique. Et a priori, est-ce que l'opinion publique sera favorable à ce conflit à Noël ? Pas certaine, alors qu'il l'a été et qu'il a bien soutenu les grévistes lors de la réforme des retraites. Donc les sujets sont extrêmement importants, mais vive la négociation. Et nous allons continuer, bien entendu, de débattre sur ces questions dans les jours et les semaines à venir.